Ce titan est comme un dieu, les créatures marines le vénèrent. « 7 jours se sont écoulés, et le moment est enfin venu d'affronter le destin du monde après l'apparition du Titan X. Dans ce chapitre intitulé Secret, les sentiments cachés de Keiko seront révélés, capables de bouleverser tout son entourage. Pendant ce temps, le Titan X se présente devant l'humanité, détruisant toute tentative de garder son existence dans l'ombre, avant de plonger dans les abysses où ce titan prépare son assaut. Nous tenons à remercier profondément les membres du club Elite N-Minutos pour leur soutien constant. Si tu souhaites rejoindre notre famille et profiter de contenus exclusifs, clique sur le bouton « Rejoindre » juste en dessous. La narration reprend exactement là où nous l'avons laissé. Le grand Titan X, comme nous savons maintenant qu'il s'appelle, se trouve actuellement sur les côtes du Chili, et il n'apprécie pas du tout que Lee attaque ses larves, d'un violent coup de tentacule. L'énorme titan réduit la cabane en simple décombre, laissant les garçons coincés sous un lourd tas de bois, dont ils ont beaucoup de mal à se dégager. Heureusement, le titan ne reste pas assez longtemps pour les tuer. Dès que le dernier scarabée entre dans l'eau, la créature se retire. À ce moment précis, on peut observer une scène sous l'eau où le titan accueille ses petits avec une émotion évidente. L'intense teinte rouge de son corps passe progressivement à un bleu beaucoup plus apaisant. Et Keiko profite de l'occasion pour prendre autant de photos que possible de ce moment inégalable. Keiko va même jusqu'à dire « Pauvre Billy, d'avoir manqué cet événement. Voir un titan de près aurait représenté l'aboutissement du rêve de toute sa vie. » Mais à cause de son impulsion incontrôlable, Billy a décidé de suivre une piste qui ne s'est peut-être pas révélée si bonne. Lee l'interrompt brusquement, lui signalant que les villageois sortent déjà de leur maison et qu'ils ne seront sûrement pas du tout contents de ce qui vient de se passer sur la côte. Malheureusement pour lui, Lee essaie désespérément de chercher son arme et n'arrive pas à la trouver. À ce moment précis, l'homme de tout à l'heure apparaît, celui qui est entièrement tatoué. Ils ne veulent qu'une seule chose. Ils ont clairement vu l'appareil et que Keiko a pris plusieurs photos, et ils ne permettront, sous aucun prétexte, que leur secret soit révélé au monde entier. Lucia essaie de négocier avec les villageois, mais eux savent très bien ce qu'ils doivent faire. Protéger leur secret est la chose la plus importante. Ils ne veulent pas seulement détruire la caméra. S'ils refusent d'obéir, ils seront aussi tués. Sans hésiter, dès qu'un des villageois sort un couteau, la situation dégénère rapidement. L'homme se jette sur Keiko, lui fait une coupure au bras et lui arrache la caméra. Mais à cet instant, Lee réagit, lui assène un violent coup de coude au visage, prend le couteau et le place directement sur sa gorge. Maintenant, ils ont un otage avec qui négocier. Cependant, ils se retrouvent encerclés. Après avoir ouvert une petite fenêtre d'opportunité, ils doivent fuir pour sauver leur vie. Pendant que Lee et Keiko cherchent un moyen d'échapper aux villageois en colère, la narration nous transporte au port de Tokyo, à l'époque actuelle, où le navire de recherche s'est arrêté pour se réapprovisionner en fournitures et réparer les dégâts. Parmi les ouvriers, Mai aperçoit que Kate s'éloigne et court rapidement pour lui demander où elle va. Elle lui répond qu'elle n'a fait que causer des problèmes depuis son arrivée, et qu'elle devrait rentrer chez elle. Kate ne se sent plus aussi utile, mais son ami lui rappelle certains de ses grands exploits. Après tout, c'est l'une des rares personnes au monde à avoir regardé Godzilla droit dans les yeux. Elle a parcouru le monde, et ils cherchent à l'arrêter. Elle les aperçoit sur un bateau, des villageois fuyant la terreur pour les enfants. Cependant, l'immense culpabilité que Kate ressent d'avoir libéré un nouveau titan dans le monde est bien plus forte que son désir d'aller de l'avant. Pour cette raison, sa présence sur le bateau de recherche reste incertaine. Pendant ce temps, l'action se déplace vers la passerelle principale, où les adultes discutent du grave problème auquel ils sont confrontés. Tim annonce que la réparation du bateau sera bien plus longue que prévu. À l'origine, ils ne disposent pas d'ingénieurs capables de réparer les dommages structurels. Ils doivent donc faire venir des spécialistes d'une autre ville. La priorité reste le Titan X, mais des terroristes menacent. Le conseil d'administration veut garder la découverte secrète pour éviter une panique mondiale. Comment le monde réagira-t-il à son apparition ? Ils ne peuvent peut-être pas arrêter le Titan, mais ils peuvent le guider, comme ils l'ont déjà fait, en espérant que cela marche encore. Ils savent maintenant que le Titan réagit spécifiquement au son des scarabées. Au début, l'équipe pense à en capturer un pour l'utiliser comme appât. Mais la colère du Titan n'est pas quelque chose qu'ils veulent provoquer inutilement. Par conséquent, ils décident qu'il vaut mieux essayer de reproduire le son en utilisant. S'ils trouvent la bonne fréquence, ils pourraient attirer le Titan vers des zones non habitées, sans risque pour la population. Seul inconvénient, Kong a détruit l'équipement original de Hiroshi sur l'île, mais ce dernier admet en avoir un autre. C'est un prototype encore non testé,
mais c'est leur meilleure option actuelle. Créer un sifflet pour attirer le titan devient donc leur meilleure alternative. Même si, d'après l'expression de Lee, il ne semble pas vraiment d'accord avec cette décision. Une fois qu'ils se sont mis d'accord sur ce qu'ils doivent faire, l'un des soldats apparaît pour informer Tim qu'on a urgemment besoin de lui sur le pont. Là-bas, Jason, le chef des projets spéciaux d'Apex Cybernetics, l'attend. C'est un homme venu pour prendre le contrôle total du navire et qui, avant de procéder, est en train de mettre à jour tout le système. Ils ont développé un programme, un logiciel spécialisé capable de localiser le Titan grâce à des ondes longue distance. Mais pour y parvenir, ils ont absolument besoin de la clé d'accès que possède Tim. À cause de cela, Tim appelle aussitôt le directeur Barris de Monarch. Le directeur lui dit qu'il apprécie le fait qu'il ait sauvé la vie de toutes ces personnes, mais il lui reproche sévèrement d'avoir perdu la trace du Titan. Ils ignorent où se trouve la créature, ce qui n'est pas à prendre à la légère. Bien qu'Apex Cybernetics se soit privé, elle possède des technologies dont Monarch a besoin. Et pour le moment, Tim devra prendre sur lui et collaborer avec eux. Barris lui rappelle aussi fermement qu'il devait remettre Lee et la Dr Randa selon des ordres stricts. Cette fois, le directeur s'est assuré que le message lui parvienne clairement et qu'il ne l'efface pas, contrairement à la fois précédente. À peine le directeur raccroche-t-il l'appel, Tim se précipite pour avertir l'équipe de ce qui se passe. Ils ont perdu le contrôle du navire et une unité arrivera bientôt pour les arrêter. Tim ne sait pas très bien ce que veut exactement Apex Cybernetics, mais il sait parfaitement qu'ils ne cherchent pas tant à arrêter les titans qu'à en tirer profit. Leur seul but a toujours été l'argent, rien que l'argent. Avant la révocation définitive de son accès, Tim utilise son autorité restante pour les faire sortir du navire et leur fournir beaucoup d'équipements utiles. Ils sont maintenant livrés à eux-mêmes, et l'équipe se dirige directement vers Tokyo, plus précisément dans le quartier de Shibuya, où Hiroshi se souvient avoir laissé son prototype en sécurité. Une fois arrivé en ville, Keiko a beaucoup de mal à se déplacer dans la foule, en raison d'un léger niveau de claustrophobie. Lee doit donc rester à ses côtés en permanence, sans s'éloigner. Pendant qu'ils marchent prudemment dans les rues, leurs visages apparaissent sur tous les écrans géants de la ville. Ce sont des fugitifs, et une énorme récompense est offerte pour leur capture. Quelques heures plus tard, ils arrivent enfin à l'ancien atelier de Hiroshi, où ils constatent que le prototype semble fonctionner suffisamment bien. Kentaro leur révèle alors qu'avec ce même appareil, ils ont réveillé Godzilla auparavant. Ce n'était pas intentionnel, mais un effet secondaire inattendu. Hiroshi cherchait vraiment à créer une fissure, et il a fini par attirer l'énorme monstre dans la ville. En ce moment, le prototype est configuré pour attirer Godzilla, donc ils doivent changer le signal, une tâche qui prendra du temps. Pour cela, ils ont besoin des schémas que Hiroshi conserve dans son ancien bureau. Hiroshi devant rester pour gérer l'équipement, Lee et Keiko iront les récupérer. Nous revenons alors au Chili, juste quand ils fuyaient dans la forêt pour échapper aux villageois. Grâce à l'obscurité de la nuit, ils parviennent à mettre une certaine distance de sécurité. Cependant, les villageois portent des torches et se rapprochent rapidement. Ils demandent à Keiko de lui donner la caméra. Elle refuse un instant, mais après qu'il ait retiré la pellicule et la lui ait donnée, elle comprend enfin quel est son plan. L'homme au couteau s'approche dangereusement de l'endroit où ils sont cachés. Il n'est qu'à quelques pas de les trouver. Mais à cet instant, Agustin les appelle en criant. Il a trouvé la caméra et veut suivre la piste dans une autre direction. Lucia essaie de dire à l'homme de revenir. Mais quelques secondes plus tard, elle lève les yeux et parvient à distinguer les pieds de Keiko derrière un rocher, ayant la possibilité de les dénoncer, ce qui signifierait qu'ils mourraient d'une manière horrible. Elle décide de garder le silence et s'éloigne, leur pardonnant une fois de plus. Il semble que, parmi tous les villageois, Lucia soit la seule à garder un peu de bon sens. Ce jour-là, Lee est devenu le soutien fondamental de Keiko. Ce qui n'était autrefois qu'une simple amitié a commencé à évoluer vers quelque chose de plus profond. Elle se sentait en sécurité à ses côtés, se rappelant que Billy l'avait toujours relégué au second plan. Sa priorité a toujours été les monstres avant toute autre chose. De retour en ville, mais profite de sa journée de congé lorsque Tim apparaît soudainement pour lui annoncer qu'il a pratiquement été licencié. On lui a déjà retiré toute son autorité sur le navire, et il se sent un peu perdu après ce qui s'est passé. Elle lui propose un verre pour qu'il oublie ses soucis. Mais Tim ne peut s'empêcher de penser qu'Apex a un plan macabre derrière tout cela, étant donné qu'il ne fait plus partie de Monarch, mais pourrait effectivement rejoindre l'organisation. Tim sait que Brenda lui a proposé un poste, et si elle accepte, ils auraient un infiltré pour obtenir des informations précieuses. Mais pense que c'est peut-être une bonne idée, mais se rappelle que Brenda lui a demandé son code. Elle hésite à confier le travail de sa vie à une femme en qui elle n'a aucune confiance.
Non loin, Kate rejoint l'ancienne maison familiale. Elle essaie de recommencer à zéro, et de laisser derrière elle tout son passé lié au géant. Elle se sent profondément coupable d'avoir libéré le titan et cherche à s'isoler loin de tout. Pendant ce temps, au centre-ville, Lee et Keiko fouillent l'appartement de Hiroshi à la recherche des schémas. Cependant, il y a deux choses qui sont vraies. Les génies sont absolument désordonnés, et l'appartement de Hiroshi semble avoir été frappé par un ouragan. Il ne sera pas du tout facile de trouver ne serait-ce qu'une feuille de papier au milieu de tout ce chaos. Keiko affirme que sa chambre a toujours été un désastre, bien qu'il y ait quelques jolies photos sur le bureau. Sans les regarder, il lui pose une nouvelle question. Selon lui, Kate et Kentaro auraient des mères différentes. Lee admet qu'il le savait, mais elle veut en savoir davantage. Il lui répond alors qu'elle doit demander directement à Hiroshi, car cela ne le concerne pas, et que c'est un sujet à aborder en famille. Keiko admet qu'elle veut juste savoir s'il a vraiment été heureux, ou s'il va bien, mais Lee lui répète la même chose qu'avant. Demande-lui simplement. C'est assez simple. Cette conversation profonde nous ramène directement dans la forêt, au Chili, où il a commencé à pleuvoir, et ils essaient de trouver un abri. La blessure de Keiko lui fait assez mal. Peu importe que le couteau ait été petit, il était bien aiguisé, et elle saigne abondamment. Après quelques minutes à marcher dans l'obscurité, Lee aperçoit une vieille cabane. Il décide donc de s'y cacher, au moins le temps de lui bander la blessure. La cabane est vide, mais il est clair que quelqu'un y vit, même si la personne n'est pas présente. Actuellement, des matelas, draps et du bois fraîchement coupé sont au sol, dont ils savent qu'ils ne resteront pas longtemps. Keiko est dans un état d'esprit assez pessimiste. Elle dit à Lee que si, pour une raison quelconque, elle ne parvient pas à sortir d'ici vivante, il doit prendre les photos et les remettre en main propre à Billy. Cependant, Lee n'est pas prêt à la laisser mourir pour de simples photos, et encore moins à la laisser seule dans cette forêt. Il lui assure qu'elle ne doit pas s'inquiéter que cela arrive, car selon lui, il n'y a que deux options. Soit il s'échappe de là ensemble, soit il meurt en emportant avec lui tous ceux qu'il peut. Dans un des tiroirs, Lee trouve une demi-bouteille de liqueur, ce qui s'avère vraiment utile à ce moment-là. Ils réchauffent leur corps, avec une gorgée, et utilisent aussi l'alcool pour désinfecter la blessure, assez profonde. Quand Lee appuie le chiffon imbibé d'alcool sur son bras, Keiko doit faire preuve de toute sa force de volonté pour ne pas crier. Après cela, elle lui demande si la situation est grave, et Lee en profite pour faire une blague en lui disant qu'il devra sûrement amputer. C'est une petite blague pour alléger la lourde tension dans l'air. Une fois que sa blessure est correctement bandée, Keiko profite du moment pour entamer une discussion en suspens. Elle lui rappelle la fête, où ils dansaient et se sont regardés d'une façon qu'ils avaient juré de ne plus reproduire. Lee lui avoue qu'il le sait, mais que ses sentiments ne sont pas quelque chose qu'il peut contrôler. Comme s'il s'agissait d'un simple interrupteur, il lui dit qu'elle ne doit s'inquiéter de rien. C'était sûrement cette liqueur étrange qu'ils ont bu qui a causé ce moment. Il lui rappelle qu'il est très heureux à ses côtés, donc rien d'autre n'a vraiment d'importance. Keiko constate ensuite qu'il est très difficile pour Lee de l'admettre. Il lui conseille de se reposer quelques minutes, puis part avec la bouteille, visiblement décidé à noyer dans l'alcool tout ce qu'il n'a pas voulu exprimer. De retour au présent, May organise une réunion avec Brenda, lui annonce qu'elle a profondément réfléchi à son offre et a décidé de l'accepter. La seule chose que Brenda lui demande, c'est si elle a le code avec elle, et, une fois que May confirme qu'elle l'a, elle l'invite à marcher ailleurs pour parler plus en privé. Pendant qu'il marche, Brenda lui explique que Monarch ne pourra pas garder le secret très longtemps. Le monde entier apprendra bientôt l'existence des titans, et ce qui se passera après cette découverte changera tout. Et ils seront là pour tirer le meilleur parti possible de la situation. Au centre, Hiroshi retrouve enfin Lee et Keiko. Ils ont réussi à déchiffrer son système d'organisation chaotique et ont trouvé les schémas dont il avait tant besoin. Kentaro arrive quelques secondes plus tard avec les pièces manquantes. Ils sont donc maintenant prêts à retourner à l'atelier et à effectuer les modifications nécessaires sur le prototype. Lee propose à Kentaro de marcher avec lui, estimant qu'il vaut mieux se séparer pour éviter les caméras de sécurité. En réalité, son intention est de laisser Keiko seule avec Hiroshi, pour qu'elle puisse lui poser ses questions troublantes. Elle lui avoue avoir vu les photos sur son bureau et comprendre que Kentaro et Kate n'ont pas la même mère. Keiko n'avait aucune idée qu'il s'était marié 2 fois, ce à quoi Hiroshi répond que ce n'est pas le bon moment pour en parler. Cependant, elle le supplie de lui raconter sa vie. Elle est consciente qu'elle a manqué beaucoup de choses et souhaite rattraper le temps perdu. Elle veut savoir s'il est heureux, connaître ses problèmes et découvrir s'il existe un moyen pour elle de l'aider. Hiroshi lui avoue finalement qu'il ne s'est pas marié 2 fois,
mais qu'il a profondément aimé 2 femmes. Il a rencontré la mère de Kentaro ici à Tokyo et celle de Kate à San Francisco. Il admet avoir suivi les élans de son cœur, même s'il ne s'attend pas à ce qu'elle le comprenne, car il sait qu'ils ont des façons de penser très différentes. Nous revenons alors au Chili, où Keiko se réveille, et voit que Lee a allumé le feu de camp, rendant l'endroit plus chaleureux. Il lui rappelle qu'ils ne peuvent pas rester là, les villageois continuant à les chercher, et la pluie étant sur le point de cesser. Lorsque Lee essaie de se lever, il expose accidentellement une blessure sur son flanc. Il s'avère qu'il a aussi été blessé pendant la fuite, mais il avait gardé le secret pour ne pas l'inquiéter inutilement. Cependant, maintenant, la douleur est bien plus intense qu'avant, ce qui pourrait être un signe clair que la blessure s'est infectée. Malgré cela, Lee souffre moins de sa blessure physique que des sentiments qu'il a refoulés. Lorsque Keiko essaie de le toucher pour l'aider, il perd son sang-froid et s'énerve. Visiblement, il lui demande de le laisser tranquille, mais elle lui reproche de toujours réagir de la même façon, relançant ainsi la dispute précédente. Après quelques mots blessants, leurs regards dévoilent ce que leurs lèvres cachent. Ils se regardent avec une intensité électrique pendant quelques secondes et finissent par s'embrasser, un baiser qu'ils avaient repoussé depuis trop longtemps. Ce qui était une cabane froide et sans vie se transforme soudainement en leur paradis personnel. Et tous deux finissent par partager un moment d'intimité sur ce vieux lit abandonné. Tandis que sa mère s'abandonne à Lee dans le passé, Kate est dans un bar, tentant de retrouver l'adolescente qu'elle était. Là-bas, elle retrouve Emma, un ancien amour, et après quelques vers et danses, Kate se laisse aller, pour l'instant. Une fois que les baisers commencent, ils ne s'arrêtent plus, et la nuit devient vraiment mémorable. Une seconde plus tard, nous changeons radicalement de scène, et nous voyons que May parvient à accéder au dossier classifié d'Apex Cybernetics. Peu après, Tim lui envoie un message insistant pour savoir si elle a trouvé quelque chose de précieux dans les données. Cependant, lorsqu'elle essaie d'ouvrir les fichiers spécifiques, elle découvre avec frustration qu'ils sont tous cryptés. En revanche, elle accède directement aux caméras de sécurité de Shibuya et découvre qu'Apex Cybernetics a toujours connu l'emplacement exact de l'équipe. Mais ils les ont laissés opérer pour une raison qui reste encore mystérieuse. Mais le plus inquiétant, c'est de voir une unité d'élite d'Apex entrer dans l'atelier de Hiroshi et voler le prototype. Juste au moment où la cassette vidéo se termine, Hiroshi entre dans son atelier et se rend compte que le travail de sa vie a disparu. Le but d'Apex est de montrer au monde que le Titan existe. Quelques minutes plus tard, une alarme assourdissante retentit dans la ville. Même dans le bar où Kate s'amuse, Emma essaie de lui dire qu'elles doivent chercher un abri, mais Kate se moque d'elle et lui assure que le Titan n'est pas dangereux, même si elle refuse d'admettre qu'elle l'a fait venir au monde. À cet instant, la narration revient au Chili, où Keiko demande à Lee leur prochaine action. Il répond qu'il doit trouver un bateau, ou contacter le port pour leur secours. Elle ne parlait pas de logistique, mais de ce qu'ils feront après ce qui s'est passé la nuit dernière et de la situation de Billy. À peine Keiko prononce-t-elle le nom de son mari qu'ils entendent sa voix au loin. Son bien-aimé revient dans une petite embarcation pour les sauver. Après avoir remarqué qu'elle n'était pas revenue au point de rendez-vous comme elle l'avait promis, Billy s'est beaucoup inquiété et a décidé de revenir pour voir si elles allaient bien. Pendant que Billy serre Keiko dans ses bras, il lui confie combien elle compte pour lui, affirmant qu'elle est sa vie et lui disant tout ce qu'elle aurait aimé entendre. Avant que ce qui est arrivé avec Lee ne se produise, elle pensait que les monstres étaient la priorité absolue dans la vie de Billy. Mais il s'avère maintenant que la réalité est très différente. Il admet sincèrement que c'était une erreur d'être parti, et il lui jure qu'il l'aime profondément. Ensuite, il lui demande si elle va bien. Keiko secoue simplement la tête et le serre fort dans ses bras, gardant le secret et décidant de ne jamais lui raconter ce qui s'est passé dans cette cabane. Une fois que tout le monde est revenu à la civilisation, Lee rentre seul dans son appartement à Washington, D.C. Un matin, une lettre glisse sous la porte, son nom écrit sur l'enveloppe. En l'ouvrant, les mots de Keiko commencent à résonner dans son esprit. Elle admet qu'elle l'aime, et que ce n'est pas quelque chose qu'elle a découvert seulement cette nuit-là au Chili. Elle l'a toujours aimé, et elle a toujours pensé que ce qui s'est passé entre eux pourrait se reproduire. Cependant, s'ils se laissaient guider par leurs sentiments, ils détruiraient non seulement tout ce qu'ils ont travaillé à construire, mais aussi la vie d'un homme bon qu'ils aiment tous les deux, leur meilleur ami et mari. Une personne qui ne mérite pas d'être blessée par quelque chose qu'ils ont pu enterrer, il y a tant d'années. Avec cette lettre, Keiko met un point final à ce que leur relation aurait pu être. Elle admet que, peut-être dans une autre vie ou dans un autre monde, leur histoire aurait pu être réelle, mais pas dans celui-ci. Il est déjà trop tard. À peine a-t-il fini de lire la lettre, Lee se réfugie dans une bouteille, cherchant l'oubli.
La scène passe au futur, où Keiko essaie de convaincre Hiroshi de ne pas abandonner. Peuvent-ils encore agir contre le titan? Elle lui demande s'il peut refaire un prototype, mais Hiroshi avoue tristement que celui-ci a pris 6 ans à construire. Malheureusement, il manque de temps. Keiko lui dit qu'ils doivent alors retourner au navire, qu'ils doivent poursuivre le titan à tout prix. Face à cela, Hiroshi finit par craquer, et lui répond qu'elle est comme Billy. Les monstres ont toujours été plus importants que tout le reste. Il lui avoue que, lorsqu'il avait 11 ans, son père l'a abandonné chez sa grand-mère pour aller chasser des créatures. Il ne l'a jamais revue après cela. Et maintenant, elle agit exactement comme lui. Keiko refuse de croire que l'homme qu'elle a aimé ait pu abandonner son fils pour chasser des monstres. Mais Hiroshi maintient que c'est la vérité. Son père l'a laissé sans jamais le recontacter, ne lui laissant qu'une vieille mallette de souvenirs de ses voyages. Ce fut le seul lien que Hiroshi ait pu avoir avec son père, car celui-ci ne s'est jamais intéressé à remplir son rôle. D'un autre côté, Kate marche sans but. Après être sortie du bar, elle entre dans une zone restreinte et observe de nombreuses photos et souvenirs de défunts, alors que le souvenir du premier titan surgit dans son esprit. Les images de ce qu'il a provoqué sur l'île lorsque le titan X est arrivé dans le monde se répètent sans cesse. Elle se souvient parfaitement du jour où Godzilla est arrivé en ville et de la destruction qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Elle sent qu'elle causera bientôt une tragédie similaire. Le chapitre se termine sur Billy serrant Hiroshi dans ses bras dans le passé. L'enfant fouillait les affaires de Lee, qu'il a averti d'arrêter car c'était très important. Pendant que Hiroshi s'éloigne, Billy essaie de mettre de l'ordre et découvre la lettre que Keiko avait écrite à Lee il y a des années. C'est la lettre où elle lui avouait son amour et relatait ce qui s'était vraiment passé au Chili. C'est peut-être pour cela que Billy a disparu des années plus tard et a choisi d'abandonner un fils qui n'était peut-être pas le sien.